maintenant, je vous laisse la parole. On va débattre avec les 3 invités et toutes les questions sont les bienvenues. Moi, j'aurais une question pour Cyril Lanape. Du coup, par rapport à Calais, c'est dû à quoi la dernière évacuation parce que... Mais c'est, en fait, comment le dire ? C'est juste qu'on est face à ce qui est indésirable. Alors en plus, les bidonvilles, on les rase à chaque fois, comme ça il n'y a plus de bidonvilles. En fait, non, on sait bien que quand on détruit un bidonville, on en crée juste un pire. Donc, alors, ce qu'il y a eu quand même un truc qui a doublement énervé le gouvernement, c'est de voir que cette jungle, elle fonctionne à peu près. Il y a des réseaux de solidarité à l'intérieur. C'est une ville qui fonctionne et qui est sans contrôle. Alors, quand je dis, je veux pas idéaliser ça, hein, c'est horrible, quand même, la jungle de Calais. C'est atroce, il ne faut pas l'idéaliser, mais c'est le moins pire. En tout cas, l'État ne sait pas répondre à ça. Donc, c'est là qu'il faut que, en tant qu'architecte, qu'acteur de l'espace, etc., on réfléchisse sur les questions que ça pose, sur les réponses que ça peut apporter, et se demander en quoi, c'est-à-dire que justement, dans la jungle de Calais, ça peut être un modèle sur certaines choses. Sur des questions de développement durable, ça répond à des choses. Encore une fois, par exemple, sur la question du recyclage, alors on en parlera aussi, je vois qu'il y a Bella Stock qui est là cet après-midi, mais sur la question du recyclage, il y a sur la question des besoins, sur la question de l'adaptation de ce qui est proposé par rapport aux besoins, et ça renvoyait aussi à ce que vous disiez par rapport à la Fondation Abbé Pierre, il y a des qualités architecturales qu'on ne trouve pas dans la production architecturale classique. Mais pourquoi on détruit ? Simplement parce que voilà, si on détruit, on règle le problème. Mais c'est toujours le même mythe, en fait on ne fait que le déplacer. Ça coûte extrêmement cher aux habitants, ça coûte extrêmement cher. Une évacuation d'un bidonville simple, hein, pas d'un petit bidonville de 200 personnes, ça coûte 300 000 €. Avec 300 000 €, vous logez les 200 habitants sans problème pendant un an, en logement social, etc., amorti. Mais c'est simplement... Alors après, ce qu'il y a, c'est aussi, vous parliez tout à l'heure des longs délais, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a des flux énormes qui se créent, et ça, l'architecture classique, elle ne sait pas répondre à ça. Il y a un rapport au foncier, par exemple, au fait que les lieux doivent appartenir aux gens, il y a des notaires, le temps qu'on transfère les choses, etc. Il y a des temps incompressibles et longs. Or, ce capitalisme liquide et la guerre qui va avec, il entraîne des déplacements de population de plus en plus massifs, de plus en plus rapides, et auxquels on ne sait pas répondre pour le moment. Donc la réponse, elle s'est inventée toute seule, notamment à Calais. Autre chose, en Inde, au Brésil, on sait maintenant qu'il ne faut pas détruire un bidonville. Pourquoi il ne faut pas détruire un bidonville ? Parce qu'il y a des économies locales, il y a des solidarités locales qui sont construites, et au contraire, il faut les améliorer, il faut faire des chemins, il faut sécuriser les gens à l'intérieur, etc. Et il faut, paradoxalement, améliorer le bidonville pour que les gens puissent mieux en sortir. Mais détruire le bidonville, c'est juste replonger les gens dans le bidonville. Sur ce point-là, oui. Sur ce point-là, par rapport à identifier les bidonvilles et les capacités, il y a une anthropologue qui s'appelle Paola Berenstein-Jacques, qui avait été une des premières à commencer à théoriser sur ce sujet-là. Et elle a lu des articles dans un ouvrage qui s'appelle L'urgence permanente, qui a été édité en 2000. Et voilà, où elle commençait à identifier tout ce qui était en capacité de faire l'urbanité dans les bidonvilles brésiliens de Sao Paulo. À vous. Juste avant, quand on a parlé de fantaisie, de quelle école, etc., comme ça nous aide. Nathan, des Beaux-Arts, 3e année.
Et c'est une petite question pratique, je me demandais, vous avez dit du coup par exemple c'est 6 000 € pour un restaurant, comment est-ce qu'ils font pour échanger la monnaie? Parce que du coup j'imagine que c'est déjà de l'argent qu'ils avaient sur eux d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que pour l'échanger il ne faut pas en contrepartie par exemple mettre ses empreintes et du coup demander asile, ou enfin comment? Non, en fait il y a de l'argent qui est là, les gens ont de l'argent mine de rien, et ils trouvent des moyens d'y accéder. Parce qu'il y a toujours de l'argent à sortir, notamment pour les passeurs. Donc il y a de l'argent en fait. Les gens, en général, ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils en ont. Et puis il y a de la famille qui les aide, etc. Donc il y a de l'argent en fait qui est caché. Et puis il y a même. Et puis il y a une économie locale. On a parlé de 6 000 € le restaurant, c'est les plus gros investissements. Mais l'accès à une maison, il y a un petit prix. Qui est faible, qui va peut-être être de 1 à 2 € la nuit, mais les choses ont un prix quand même. Il y a une économie locale et je veux dire, quelque part c'est bien, parce que la maison faut l'entretenir, parce qu'il faut la garder, on n'est pas on est dans l'économie faible, mais on est dans l'économie. Ouais, et en fait du coup je me demandais comment est-ce qu'ils font, parce que l'argent qu'ils ont à la base, j'imagine que c'est l'argent la monnaie de leur pays en fait. Comment ils font pour l'échanger contre des euros? Oui, ça, je vous avouerai, je suis pas spécialiste à ce point-là. Mais encore une fois, il y a de la famille qui va aider. Il y a des banques internationales qui sont encore en Syrie. Il y a deux, trois choses qui survivent de l'économie classique, même en état de guerre. Donc je ne sais pas le détail, mais ça se trouve, il y a même encore des cartes de crédit qui fonctionnent. Bien sûr, il va y avoir de la perte en ligne énormément, mais ça se trouve, ils peuvent tirer de l'argent dans certains cas. Et puis, il y a après tous les trucs classiques, genre Western Union, etc., où la famille peut vous transférer de l'argent et où vous prenez de l'argent. Bonjour, moi je suis Chloé, je viens d'une association qui s'appelle Bois et Compagnie. On travaille sur les questions d'habitat et de précarité. Donc juste en quelques mots, on est atelier chantier d'insertion. On produit de l'habitat démontable en bois de réemploi, donc à partir de rebuts bois, notamment de palettes. Et on essaye de développer ce projet-là pour répondre à des problématiques d'hébergement et de logement. Donc voilà, on est vraiment dans la phase de recherche et développement. On s'est d'ailleurs pas mal servi du rapport de la Fondation Abbé Pierre pour écrire notre diagnostic. Voilà. Donc moi j'avais une question plus par rapport à l'organisation sur le terrain, donc à vous, hein, Cyril, par rapport à comment s'organisent les acteurs en fait, parce que j'entends donc le rôle de l'architecte, mais est-ce que c'est de la planification après coup, enfin tous les plans qu'on peut voir, est-ce que c'est quelque chose qui est parti de l'existant, ou est-ce que vous avez aussi un rôle dans la planification, et comment ça peut s'organiser à la fois avec les habitants qui sont sur de l'autoconstruction, avec les différentes associations de solidarité internationale qui interviennent, les associations locales, le rôle des pouvoirs publics. Enfin, voilà, moi ça me semble être un joyeux bordel et j'ai du mal à comprendre comment ça s'organise. C'est un joli bordel. Alors, ce que j'ai pas montré ici, le deuxième volet qui avait été fait par les étudiants, il y avait un guide de construction pour la réduction du risque. Donc, par exemple, ce qui est important, c'est d'arriver à définir des espaces publics. Donc, c'est de définir des largeurs de voies, c'est éventuellement de sanctuariser certains espaces publics, parce que ça, c'est très important, ne serait-ce que pour les investissements sociaux, que les gens puissent se rencontrer, discuter, etc. Mais c'est extrêmement compliqué. Alors, ce guide a été mis à disposition, on l'avait mis en open source, il est téléchargeable. Facebook est très important dans la jungle de Calais. Il y a plein de sites Facebook, et donc il y a toute une série de pages Facebook où le cahier de prescription était téléchargeable. Après, effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des acteurs qui viennent et les choses se définissent surtout par l'action. Et même à Grande-Synthe, où ils essayent de fédérer plus les choses, qui a été coaché à la base par MSF, on essaye, et il y a cette association qui organisait le festival des vieilles charrues, qui s'appelle Utopia 56, qui est en charge d'essayer de coordonner ce qui se passe. Mais même là, c'est très difficile à coordonner. Hein, c'est ce que j'appelle planifier l'incertitude. Parce qu'effectivement, on donne des espèces de guides, mais les gens sont libres de les suivre ou pas, et ça va être du bon sens.
Après, il y a des questions, au moins qu'ils soient sensibilisés. On a fait des guides de construction par rapport à l'incendie. Quelles sont les distances minimales pour que, si la maison brûle, le feu ne se transfère pas à la maison d'à côté. Donc c'est des choses comme ça. Mais on ne peut pas imposer des règles. Ça, c'est sûr que ça va être de l'information, ça va être de la communication, mettre des affiches, etc. Mais il est très dur d'imposer des règles. Alors, ce que je n'ai pas montré aussi, parce que j'étais avec un nouveau groupe d'étudiants la semaine dernière, la partie nord de la jungle, elle a changé d'aspect. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de cabanes fabriquées par ce que j'appelais le néo-vernaculaire, et beaucoup plus de cabanes fabriquées par différentes organisations comme Médecins sans frontières, le Secours catholique, etc. Des cabanes peut-être comme celles que vous inventez. Et il y a un urbanisme beaucoup plus dense qui est en train de se mettre en place, beaucoup plus serré, avec des rues qui sont plus à 90 degrés. Parce qu'il y a toute la partie sud qui est venue sur 2 jours s'installer dans la partie nord. Donc c'est un urbanisme très différent qui est en train de se dessiner. Et les maisons que vous inventez, elles sont très importantes. Et par contre, il faut toujours bien avoir en tête, quand on invente une maison, qu'il faut qu'elle soit appropriable et transformable. Et ça m'a fait plaisir parce que dès le 2e jour à Grande-Synthe, les maisons de MSF, les gens ont rajouté des seuils, les gens ont rajouté des extensions pour stocker des choses, pour relier les maisons entre elles, etc. Pour créer des jardins devant, pour que les... Enfin voilà, ce qui est très important, c'est que ça soit appropriable. Je me permets juste de demander par rapport à la question du financement, du coup, s'il y a des matériaux qui sont mis en œuvre par ces... Enfin, donc vous disiez que les gens avaient quand même de l'argent. Donc du coup, il y a beaucoup d'autoconstruction avec du coup un approvisionnement local en matière, de la récup, j'imagine, et puis bon, bah aussi certainement un peu d'achat. Et quand Médecins du Monde vient aussi proposer une solution avec des maisons, quel type de financement ils sont? Est-ce que c'est des financements publics? Est-ce que c'est des financements autour de... Alors, faut partir du principe, effectivement, on est sur des économies complètement différentes. Et ça renvoie pareil un peu à ces économies... Ce que j'aime, on est dans le non économique en même temps. Il y a de la microéconomie pour payer les petites choses courantes, etc. Mais par exemple, typiquement, les assos qui viennent agir à Calais, mais c'est pareil, j'étais au Népal en janvier ou quoi, on ne va jamais parler d'argent. C'est-à-dire que l'argent, tout le monde doit se débrouiller de son côté pour aller le chercher. Donc, ce qui avait été construit par les étudiants, c'était un crowdfunding qu'on avait lancé l'an dernier, mais que ça soit Utopia, que ça soit MSF, etc., tout le monde trouve ses propres financements. Donc, comment ? Ah non, pas du tout. Non, il n'y a pas un sou de l'État à Grande-Synthe. Le campement MSF, qui héberge 2500 personnes à Grande-Synthe, il a été payé, il coûte 3 millions d'euros. Et il y a 2,7 millions qui viennent de MSF et 300 000 euros qui viennent de la ville. Il y a 0 euros. Et par contre, l'État a mis 20 millions d'euros pour son truc de containers. Les containers, celui-là, il a coûté 20 millions d'euros pour 1500 personnes. Donc vous voyez le rapport de prix. Et là, vous voyez que les containers, il y a un niveau de confort, etc., qui est bien en deçà. Vous pouvez préciser le nombre de mètres carrés par personne qu'il y a dans les conteneurs? Je ne sais plus, je sais que dans chaque container, c'est des containers de 40 pieds, donc ça doit faire à peu près 20 mètres carrés, je crois qu'il y a 12 personnes. Par conteneur? Ouais. C'est quoi? C'est 1 à 2 mètres carrés par personne? Ouais, bah c'est des lits superposés, etc., c'est des dortoirs. Et ça reste inhumain. De toute façon, toutes les politiques actuellement qui sont en train d'être mises en place, c'est complètement inhumain. Et c'est inadmissible qu'on puisse accepter tout ça. Pardon. Non mais ce qui est impressionnant, c'est qu'au même moment où ils créaient le camp de containers à Calais, il y avait un musée du camp de Rivesaltes, qui était le mémorial du camp de Rivesaltes, qui était ouvert. Mais dans les années 30, les camps étaient mieux faits que ce qui se fait aujourd'hui.
En fait, je pense qu'il y a quelque chose, enfin, par rapport à ces containers-là, c'est qu'il y a une obligation législative en fait en France pour l'hébergement d'urgence qui est d'héberger en dur, me semble-t-il. Et c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas que MSF par exemple va intervenir sur les camps en construisant des cabanes, etc. Mais en fait, il peut pas y avoir de délégation de service public auprès de MSF pour construire des choses parce qu'en fait, il y a cette obligation-là dans l'hébergement d'urgence qui est d'héberger en dur. Les containers sont pas. Il n'y a pas eu de permis de construire, il n'y a pas eu d'architecte. C'est une zone non constructible. Mais vous avez entendu parler de ça ou c'est moi qui... Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais... Je crois que c'est pas si... La question de l'hébergement d'urgence, elle concerne les gens qui sont éligibles, comme on disait tout à l'heure, à l'hébergement d'urgence. Oui. Les personnes dont on parle là, sauf à ce qu'elles aient entamé une démarche... Une procédure. Et à ce moment-là, c'est le dispositif d'hébergement, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui entre en ligne de compte. Ce qui n'est pas le cas là-bas, à Calais ou à Grande-Sainte. D'accord. Mais les containers financés par l'État ou le campement de MSF dans les logiques de solidarité internationale et de camps de réfugiés, en fait, parce que c'est ça qu'ils ont développé, c'est des choses qui s'inscrivent complètement en parallèle. Quand vous disiez que l'État ne sait pas comment faire dans ces conditions-là et ne veut pas prendre en compte la question en tant que telle, c'est exactement ça. Quand on voit qu'on a attendu des années, 2 ans, avant qu'effectivement on décide d'avoir un campement MSF, enfin que MSF... 15 ans, oui, pas 2 ans. Enfin, là, oui. Enfin, qui viennent seulement au jour d'aujourd'hui monter ce type de réponse sur le territoire, ça veut bien dire que jusque-là, ils n'en avaient pas eu la possibilité, enfin on ne les avait pas laissés faire. Oui. Donc on est dans la même situation que d'autres pays que vous avez cités pour partie, dans lesquels on est confronté à des camps de réfugiés depuis des années. C'est exactement la même logique. Enfin, moi aussi j'étais en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, quand je vois les bidonvilles, enfin quand on est au Cap et qu'on voit la manière dont sont traitées aujourd'hui la question des townships, la manière dont c'est pris en compte et le mode de vie dedans, le mode de vie dehors, on se dit mais où on est quoi? Où on est pour ne pas regarder, ouvrir les yeux sur ce qui se passe ailleurs et sur la manière de s'emparer de la qualité de vie, de la compétence des gens, de ce qu'ils peuvent nous apporter pour qu'au fur et à mesure on puisse finalement apporter des réponses, comme vous le disiez, plus humaines, qui correspondent davantage aux gens qui de toute façon ne vont pas forcément s'installer là d'une manière complètement définitive dans ces conditions de vie-là. Donc on voit bien le décalage. L'obligation d'hébergement d'urgence en dur que vous citez, pour revenir à la question, elle est strictement liée aux personnes qui sont, qu'on décrivait tout à l'heure, que vous avez vu là, et qui sont demandeuses d'hébergement. Sachant qu'entre là aussi, l'offre d'hébergement qui leur est proposée, la manière dont les textes sont mis en œuvre et la réalité des besoins et des demandes, là aussi, il y a tous oui, bien sûr. absolument des demandes. Après, moi, je ne suis pas du tout fervente défenseur de l'hébergement en dur. Je dis simplement qu'il y a quelque chose qui est peut-être juste à noter, c'est qu'il y a une rigidité administrative, enfin en termes de loi en France, qui fait que finalement ça empêche. Enfin, comment dire, c'est comme si l'hébergement en tente, les cabanes que vous avez montrées, tout, c'est des solutions qui sont efficaces et qui fonctionnent. Simplement, l'État peut pas les tolérer parce que législativement c'est pas possible. Ça rentre pas dans le cadre. Ils ont construit le camp de containers, ils l'ont bien construit. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a quand même, enfin, peut-être que je suis sur une fausse problématique, mais bref. Non, mais la réglementation, elle est complètement décalée de la réalité. C'est ça que je veux dire, mais... Et il y a des interventions de MSF dans d'autres pays qu'en France, où ils construisent pas, où ils n'utilisent pas des containers, mais ils utilisent justement des formes d'habitat plus légers, des cabanes, etc., et où ça fonctionne beaucoup mieux. Parce qu'ils peuvent le faire à l'étranger et qu'ils ne peuvent pas le faire en France. Parce que le camp de réfugiés en France n'est pas entendable. Voilà, oui, c'est ça. Oui, non, mais en fait, c'est peut-être là où je voulais en venir, même si ça a mis du temps. Et quand même, il faut le dire, l'État... donc, le camp de Calais des containers, il est construit par une association qui s'appelle La Vie Active, qui était une association qui gérait les personnes âgées, jusqu'à là. Bon. Mais le camp de MSF, à Grande-Sainte, l'État n'a de cesse de le faire chier. Ils voulaient empêcher l'ouverture, etc., etc. Ils inventaient des règles, ils passent leur temps à inventer des règlements incendies qui n'existent pas pour les empêcher de le faire. Hein, donc ça c'est parce que ça les gêne.
Bonjour, Christine Glaise, je suis fonctionnaire de l'État. Ça, c'était pour vous mettre en forme. Moi aussi, après tout. En fait, pour être un peu plus précise, donc, je suis responsable de l'unité Habitat-Logement dans un service de l'État qui s'appelle la Direction départementale des territoires et je travaille dans le Lot. Voilà. Donc ma question est très simple. On n'a pas parlé trop des élus. Vous avez juste indiqué en début de présentation qu'à Grande-Synthe, ça se passait mieux, que peut-être le problème avait été pris en charge par les élus. Alors qu'à Calais, on sait bien, on a vu à travers les médias qu'il y avait eu un rejet total des élus. Donc est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ce sujet-là? Parce qu'après tout, si l'État aussi réagit, c'est aussi sous la pression plus ou moins affichée des élus. Donc je pense que leur rôle est fondamental. Et dans la présentation que vous avez faite, on n'en parle pas trop. J'ai pas tellement donc encore une fois parlé de Grande-Synthe. Il faut dire que Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, il préside le réseau des élus hospitaliers. Mais en fait, malheureusement, il le préside, ce réseau, mais en fait, le réseau, il n'y a plus que Grande-Synthe, parce que c'est pas porteur électoralement. Hein, tous les autres élus qu'il y avait dans le réseau des élus hospitaliers, ils ont été battus. Bientôt, c'est du 16e, je crois. Donc, effectivement, alors, il faut les élus locaux ont un pouvoir fort. Et effectivement, à Grande-Synthe, il y a toute une logique. Grande-Synthe, c'est une ville historiquement de gauche. C'était les ouvriers du port, c'était les ouvriers d'ArcelorMittal. Et quand vous baladez dans la ville de Grande-Synthe, vous allez manger il n'y a pas beaucoup de restaurants, il y a un kebab. Au kebab, quand vous discutez, tout le monde va vous interpeller avec sympathie. Il y a un support de la population locale qui est assez beau, qui doit être salué. Mais effectivement, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a deux élus différents, mais il y a le même État à Grande-Synthe et à Calais. Et que l'État n'a de cesse de mettre des bâtons dans les roues à Damien Carême, le maire de Grande-Synthe. Il ne voulait pas qu'il crée ce camp. Ils invoquent... les pompiers ne cessent de dire qu'il y a un problème, de lever des problèmes de sécurité inexistants, des choses qui n'ont posé aucun problème dans le camp de containers à Calais. Là, tout pose problème. Donc, on voit qu'il y a un pouvoir... La décentralisation, elle est loin d'être finie, en fait. Hein. Les élus locaux, ils ont des pouvoirs, mais au bout du compte, derrière, il y a quand même l'État. Qui peut bloquer les permis de construire, qui peut bloquer plein de choses. Si, de facto, encore une fois, ils n'ont pas... Là, le maire de Grande-Synthe, s'il y a un mort par incendie dans le truc, il a tout pour sa tête. Tout. Mais en même temps, l'État. Que l'État, à un moment, soit garant de conditions d'habitat digne pour tous, c'est pas choquant. Donc que l'État veuille mettre en œuvre à un moment donné une politique en disant on ne peut pas tolérer que les gens vivent dans des campements, c'est pas choquant. Au contraire, on pourrait se réjouir que l'État soit garant d'un habitat digne et décent pour tous et qu'il veuille proposer à tous les citoyens qui occupent son territoire d'habiter dans une forme d'habitat digne pour tous et qui refuse d'avoir des camps de réfugiés sur le territoire français au regard de la puissance qu'on représente économiquement et autres. Ce qui, à un moment, commence à être un peu contradictoire, c'est que, à ce titre-là, au lieu de chercher des solutions en s'appuyant sur ce qui se passe et ce que vous êtes en train de décrire, on nie la question. Enfin, moi, il me semble que le plus gros problème, il est là. Alors, les élus, évidemment, sont les premiers à rejeter parce que leur électorat derrière n'est pas forcément en train de cautionner des choses qui peuvent peut-être remettre en question un certain nombre de choses localement, quoique, parce que souvent les riverains sont les plus hospitaliers et les élus les plus en tension. Mais ce qui pose question, c'est la manière dont aujourd'hui l'État, quel qu'il soit, nie par non-existence juridique, administrative légale sur le territoire, non-titre de séjour légal sur un territoire, toute une partie de population qui arrive avec un flux croissant énorme qui s'installe et qui pour partie repartira, chez lui ou ailleurs, nie complètement cette situation-là. Et pour moi, ce que vous dites, c'est le reflet de ça.
Pour moi, la question, elle est essentiellement là. Mais avant ça, on voit même par rapport à la population Rome, de Français qui sont Roms, que fait l'État? C'est-à-dire combien d'arrêtés préfectoraux ont été donnés pour faire des évacuations massives et avec des pratiques quasi militaires pour détruire des formes d'habitat dans toutes les semaines, même en descente. C'est-à-dire que là, c'est surtout le regard sur l'altérité, sur le nomade, sur le mouvement, sur l'autre, quoi. Il n'est pas admis comme une sorte de citoyen égal. Moi, j'aimerais que l'État... l'État a décidé de s'appauvrir, donc il est incapable d'assurer le logement. Mais j'aimerais au moins que l'État assure le droit. Et on voit qu'en fait, là, il n'assure même pas le droit. En fait. À Grande-Synthe, en empêchant le camp de se construire, ils empêchent l'application des droits humains de base. C'est ça qui est assez... On pourrait même faire par rapport à ça un tout petit retour sur la DALO, qui date de 2007, où en est-on au jour d'aujourd'hui? Combien de familles, d'individus ont eu des gains de cause en faisant ce recours opposable au logement pour avoir un logement que la loi leur donne depuis 2007? Théo, c'est moi qui ai le micro. Du coup, j'interviens. Je suis Vincent en design aux Beaux-Arts. Merci pour vos interventions respectives, c'était intéressant. Et moi, je voulais justement noter un peu les deux discours que vous nous proposez. En fait, on voit bien au niveau de la présence de l'État, ou de la présence d'une organisation, je dirais plutôt, comme dans le cas pour la Fondation l'Abbé Pierre, où dans cette condition-là, on voit que l'encadrement d'une instance amène des choses positives, amène tout ce que vous avez proposé. Et justement, lorsque peut-être il y a intervention de l'État dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, dans quelque chose où il y a une absence de contrôle, il y a une intervention qui du coup est dénuée de sens, puisqu'il ne maîtrise pas le problème qui est sur place. Et finalement, on se rend compte que lorsque l'État n'intervient pas, ça fonctionne, ou du moins une microéconomie se met en place, ou une certaine autosuffisance, ou une modularité de l'habitat, de l'organisation, cette liberté de mettre des choses en place. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, je voulais juste avoir votre avis sur la notion en fait de l'absence de contrôle à un moment donné de l'État qui est nécessaire, ou sinon, comme on vient juste d'en parler, si on demande une certaine intervention, qui dit engagement, dit responsabilité, dit réputation, et dit forcément du coup, à un moment donné, de porter un peu ses couilles, quoi, par rapport à la population. Et comme on voit, ce qu'on voit avec Merkel par exemple en Allemagne et sa politique, on voit bien finalement ce que ça engage derrière. Et la question, c'est à un moment donné où est cette notion, est-ce que finalement dans une situation d'urgence, il ne faut pas privilégier l'absence de contrôle d'un système et laisser faire la population sur place, différents organismes. Je voulais juste faire une remarque. En fait, on parle d'État. Théoriquement, l'État, c'est un État démocratique. Et je pense que ce que j'ai expliqué un petit peu, mais je l'ai pas... Tout le récit que j'ai fait, il a été possible parce qu'il y a quand même un affaiblissement de la dimension démocratique de l'État. Parce qu'il y a toutes sortes de qualités d'État, et justement vous disiez s'il y avait moins de contrôle d'État, ce serait peut-être plus facile. C'est justement peut-être parce que la dimension démocratique des États, a été vraiment remise en question. Alors on a les États représentatifs, donc c'est une forme de démocratie, mais ce n'est pas la seule. On sait maintenant, des chercheurs en politique,
ont montré que le néolibéralisme a été possible parce qu'il y a eu une transformation des États représentatifs du côté d'un plus grand pouvoir des exécutifs. Hein. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les parlements, et donc toute la dimension démocratique de la parole, hein, de la possibilité de construire collectivement des choses, se sont affaiblis du côté de l'exécutif, qui est celui qui exécute, avec une vision dont on ne sait pas d'où elle vient, etc. Et donc, je crois que ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire que on le voit ensuite dans la déclinaison de la décentralisation, qui n'est pas une décentralisation, mais qui est une décentralisation démocratique, mais qui est une décentralisation administrative. C'est-à-dire, en fait, il y a des lois il y a des règlements qui sont décidés de manière autoritaire, et ensuite on décentralise la mise en place de des règlements. Et donc, ça n'a rien à voir avec la décentralisation, ça a à voir avec une plus grande autorité, et je crois que la crise, elle est avant tout une crise démocratique, c'est une crise de la parole collective. Voilà, je voulais préciser, parce que souvent on confond, dans les discours, on est gêné parce qu'on peut faire une critique de l'État, mais de quel État parle-t-on? Parce que c'est vrai qu'il y a encore un État social, même s'il est très Alors il y en a qui sont gênés quand on fait une critique de l'État parce qu'ils ont l'impression qu'on est du côté de la critique de l'État social. Donc c'est pas. Il faut vraiment préciser qu'est-ce qu'on dénonce. Et je crois que ce qu'on dénonce, c'est la dérive autoritaire des États et bureaucratique et autoritaire des États. Voilà. Oui, pour prolonger cette réflexion, c'est-à-dire qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que les États, on va dire, démocratiques européens occidentaux, notamment en France, ont un affaiblissement de leurs objectifs démocratiques, comme vient de le dire Mireille Bruyère. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est la finalisation des accords TAFTA, qui sont des accords États-Unis, Canada, Europe, qui vont permettre, même s'ils ne sont pas encore complètement finalisés et qu'on ne sait pas exactement la définition exacte qu'ils auront, mais dans leurs grands enjeux vont permettre à des entreprises, je simplifie, hein, peut-être que si je fais des erreurs, Mireille Bruyère les précisera, vont permettre à des entreprises de venir attaquer des États pour une opposition à leurs propres objectifs et à leurs propres projets économiques. Voilà. Et donc cette mondialisation, cette étape 2 de la mondialisation, cette peut-être mondialisation 3.0, comme l'ont décrit Jérémy Rifkin, entre autres, ou même Naomi Klein dans la stratégie du choc, vont complètement, évidemment, avoir des percussions économiques sur l'économie, le travail, et bien évidemment, toutes les incidences directes et indirectes, le logement, etc. etc. S'il vous plaît. Je peux parler? Ouais. Alors, Théo, du coup, étudiant en design. Moi, c'était pour parler avec peut-être Mireille Bruyère à propos de ce que vous parliez tout à l'heure des stratégies du capital pour renouveler en fait ces modalités d'accumulation. Il s'avère qu'en fait la question du logement social entre en plein dedans. Je ferai référence par exemple à André Hichet qui est le président de la SNI, premier bailleur social en France, qui gère à peu près 200 et quelques mille logements et qui parle de plus-value latente en fait dans le logement social et comment en fait on pourrait en fait générer du nouveau capital par le logement social. Donc le désengagement de l'État, enfin moi ce que j'ai envie de signifier là maintenant, c'est le désengagement de l'État est une stratégie de toute façon pour l'accumulation du capital en fait. Donc en même temps, on est dans le paradoxe de faire du social, de travailler pour le bien des gens, mais en même temps, là, on génère du profit, quoi. Donc on génère du profit sur la pauvreté, sur tout ça. Et donc là, j'aimerais poser la question, c'est quel est le rôle de l'architecte, quel est le rôle du designer dans cette entreprise-là, en fait. Nous, en tant que futur designer, quelle est notre place et voilà, donc... en gros. Moi, je dirais qu'il y a deux choses, j'ai envie de dire. Après, je passerai la parole à mes collègues. Il n'y a pas besoin de désengagement de l'État proprement dit. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les catégories
les concepts, les méthodes qui sont utilisées pour que le capital financier s'accumule entrent aussi à l'intérieur de l'État, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction publique, par exemple. Donc, c'est pas tant que l'État se désengage, il peut se désengager pour laisser effectivement le privé gérer tel ou tel secteur, ça existe, mais des fois, c'est même pas nécessaire pour avoir les mêmes effets de destruction du lien social, de destruction des collectifs de travail, etc. Donc ça, c'est une remarque générale. On voit comment finalement les méthodes, les concepts du secteur privé, du management, etc. sont entrés dans le secteur public, dans le secteur qui a la fonction de faire du non marchand, de faire du service public. Donc des fois, il n'y a pas tant besoin de retrait de l'État. C'est pour réagir à votre remarque. Il y a plein, par exemple, d'exemples. Alors, je connais pas l'histoire des bailleurs sociaux, mais où des services publics ou de délégations de services publics utilisent des méthodes du capitalisme, pour faire simple, que ce soit management ou que ce soit gestion du capital, et qui vont sur des marchés financiers et que finalement, on a les mêmes effets, même s'ils ont l'estampille délégation de services publics. Donc, on n'arrive plus à faire la distinction. Alors, ça existe de plus en plus. Bon, moi, je suis à l'université, j'ai vu se développer des modes de management, des mises en concurrence, etc., qui viennent du privé et qui ont des effets délétères, même si officiellement on reste des fonctionnaires, on est payé par l'impôt. Donc voilà, ça peut passer par d'autres moyens. Après, il y a quelque chose aussi par rapport au foncier, je dirais que la financiarisation a conduit aussi à augmenter beaucoup les prix du foncier et les prix de l'habitat, parce que la spéculation immobilière a été un des piliers de la spéculation financière en général. On le voit en Espagne, c'était une raison de la crise. Et alors, ça a un effet un peu compliqué en termes de politique, parce que finalement, on s'est retrouvé à la montée des petits propriétaires. C'est-à-dire des classes moyennes qui, il y a quelque temps, étaient restées locataires. Et maintenant, dans beaucoup de pays, on le voit en Suède, par exemple, ou en France, les classes moyennes accèdent à la propriété. Et donc, quand on veut toucher la propriété, en termes de redistribution, parce qu'il y a des rentes foncières qui sont énormes, on a des levées de bouclier aussi de la classe moyenne, parce qu'ils sentent, c'est leur capital. Et donc, on est aussi confronté à cette difficulté, je dirais, sociale, qui fait que la classe moyenne, une partie de la classe moyenne, est aussi touche une partie de la rente foncière qui pose problème. Voilà, qui pose problème justement pour construire de nouveaux logements, pour construire des logements pas trop chers, etc. Il y a des problèmes de foncier, de rente foncière qui seraient à détruire, enfin qui seraient à dissoudre. Voilà. Oui, parce que sur le plan, pas directement, mais sur le plan urbain architectural, il y a eu des outils qui ont été faits, alors pas directement pour le logement et notamment le logement social, mais on peut se dire que ça risque d'arriver aussi, mais plutôt sur les équipements publics, que ce soit les équipements culturels, éducatifs ou sportifs, les fameux PPP, partenariats public-privé, qui ont permis, entre guillemets soi-disant, à la municipalité ou des intercommunalités de s'équiper avec des équipements publics en finançant, alors la moitié-moitié, mais c'est dans des proportions diverses et variant au cas par cas en fonction de chaque projet, donc privé et public, pour nous dire c'est comme ça que ça peut marcher. À part que ce qu'on est en train d'apercevoir, parce qu'on n'a pas eu l'expertise avant pour vérifier que cet outil était vraiment adéquat et performant, c'est que sur la plupart des PTP, maintenant, on s'aperçoit que le coût de fonctionnement qui revient au privé explose, et qu'en fait, le coût propre, original de l'équipement est beaucoup plus cher que ce qu'il aurait dû coûter avec les anciens outils. Voilà, donc là aussi, entre la dérégulation, toutes ces espèces de petits tâtonnements pour trouver des réponses, on est dans des... Il y a un bon exemple de ça, c'est justement le camp de conteneurs. Alors vous avez dit qu'il a été construit par la Bioactive, moi je sais pas, une source c'est par Logistique Solutions. Ah, ça c'est la boîte, oui, c'est le prestataire. Ouais. Donc le PDG de cette société, c'est un ancien militaire, Primo. Et donc on a 20 millions, comme on l'a dit, pour tout le camp. Ça fait 160 000 balles par container, 13 000 par réfugié. Et quand on sait que le coût d'un container de base, c'est 4 000 balles et 2 000 pour un container d'occasion, bah,
Mais voilà, c'est un bel exemple. Mais d'ailleurs, je vois, parce que du coup, tout ça, c'était dans un article de Mediapart qui est sorti en janvier 2004. Et pourquoi, vous avez dit l'importance des rapports d'architectes, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un sur justement le camp de conteneurs qui a été construit à Calais? Parce que ça a été démontré par plusieurs architectes que ça n'était pas aux normes, notamment par rapport à l'exposition des conteneurs face au soleil, par rapport à la largeur des avenues entre les conteneurs. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on ne ferait pas un truc Le maire de Grande-Synthe, en tout cas, enfin MSF avec le maire de Grande-Synthe, là, ils essayent de faire quelque chose de bien. Mais... Voilà, ouais. Mais que dire, tout est fait en dépit du bon sens dans les containers. Après, on pourrait parler d'autres choses. Par exemple, il y a une... Pardon ? Pourquoi on ne cherche pas à déstabiliser l'État sur le camp de conteneurs qui apparemment justement ne correspond pas aux normes comme il essaie de le faire sur le plus grand sens. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai fait tous les articles incendiaires que je pouvais. Mais non, c'est vrai que par exemple, il était question que l'ordre des architectes, par exemple, pose des questions à l'État, mais finalement n'a pas voulu le faire parce qu'effectivement, c'est étonnant qu'il y ait 1500 logements donc en container qui a été fait sans architecte, sans on n'est pas la norme sphère qui est la norme qui définit les espaces minimaux effectivement en camps internationaux, etc. n'est pas respectée. Si, il y a des sanitaires quand même. Oui, non mais pour les douches, etc. Ouais. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord, malheureusement. Tout simplement parce qu'en fait, au-delà de la légalité, c'est ça, ils ont dépassé le cadre de la légalité. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'action justement sur le plan législatif? Oui, ce qu'il y a, c'est que tout le monde ne peut pas être sur tous les fronts. Il y a des assignations qui ont lieu sur d'autres sujets. Il y a eu des assignations pour essayer de sauver la zone sud. Il y a eu des assignations. Il va bientôt y avoir une assignation pour essayer de sauver la zone nord. Ouais, tout le monde a une énergie limitée à un moment, quoi. Ouais. Mais quels sont est-ce qu'elles existent et quelles sont les procédures qui permettent de... Créer une association ou peut-être monter un collectif. L'idée, c'était on aurait pu en France avoir cette forme de recours, on va dire citoyen et civique. Aussi, à la fin du septennat de Chirac, du quinquennat d'ailleurs, de class action dans le nom du gouvernement français. Américains avaient pu être institués. Ils devaient passer en première commission de loi à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les la presse française, à part que ça a été invalidé par le président. Donc l'idée étant que pour un sujet, quel qu'il soit, à partir d'un certain nombre de citoyens qui posaient ce sujet comme une véritable question de fond sur la société, il pouvait y avoir des formes de recours contre l'État. Alors il y en a quelques-uns qui ont lieu, mais le DALO, ça a été un petit peu, ça a été une loi, mais si tu veux, par rapport à la question, d'avoir une force collective pour monter au niveau de façon démocratique, évidemment, après il y a des qui sont possibles, mais voilà. Ça aurait pu se faire, mais ça peut pas faire. Mais j'aimerais insister sur une chose qui est importante pour votre génération et qui n'existait pas à la mienne. Donc moi j'ai 46 ans. Quand je suis sorti en école d'architecture, on sortait, on travaillait en cabinet d'archi, puis on devait créer un cabinet d'architecte à un moment, etc. Et puis il faut quand même voir que maintenant, il y a plein d'archis qui sortent. Alors, il y a eu Bellastock, c'était un des premiers connus, mais il y a plein d'archis qui sortent de l'école et qui ne créent pas des cabinets d'archis, mais des associations.
Et je trouve que ça vaut ça pourrait valoir pour les designers, ça peut valoir pour les artistes, etc. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'action sociale de l'architecte, de l'artiste, du designer, etc. Et qu'il faut réfléchir à ces outils. Moi là, j'ai récemment créé en fait mon association, indépendamment de mon agence, parce que dans mon agence, je pouvais pas collecter de l'argent, je pouvais pas construire. Il y avait des tas de choses que je ne pouvais pas faire. Et vous, pareil, avec le statut d'artiste ou de designer, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et il y a d'autres organismes qui peuvent vous permettre de porter ce genre d'action. Alors, des artistes sociaux, entre guillemets, il y a Banksy hein, qui est le plus connu. C'est-à-dire que Banksy, il y a quand même cette articulation. Dans le camp de Grande-Synthe et d'ailleurs dans le camp de Calais, il y a des constructions Banksy. Qu'il avait fait à partir de son camp, de son centre... de Dismaland, mais il y a des choses qui se construisent. Et ça, encore une fois, c'est une chance que votre génération a et sur laquelle vous pouvez vous positionner sur la manière dont vous allez définir votre métier et la manière de le pratiquer. C'est-à-dire que moi, oui, un bâtiment, comme on me l'enseignait, c'était un truc pour être mis dans un livre. Les habitants, c'était pas vraiment la question. On devait faire des très beaux espaces qu'on allait exposer, etc. Bah non, il y a une dimension sociale et vous, il y a une dimension sociale à ce que vous faites si vous êtes ici. Et vous pouvez faire ce à quoi vous aspirez fondamentalement et que ça serve directement. Certains d'entre vous, dont Léo est bien placé pour le savoir, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte de cahier des charges pour répondre à une commande publique, privée, qui soit établie et décider d'y répondre de façon alternative en se positionnant avec une réflexion qui décide de rejeter la question telle qu'elle est posée et de proposer une autre alternative à la même question. J'insisterai jamais sur l'importance fondamentale, dans la jungle de Calais en particulier, des artistes. Mais c'est super important. Il y a Art in the Jungle. L'art dans le camp, c'est ce qui lui donne son âme. Et il existe et il est présent partout. Or, tout le monde n'a de cesse d'avoir que des pensées technicistes sur le sujet. Quand on fait le camp de containers, on a une pensée techniciste. Et en fait, c'est tout ce qui est en plus qui donne, qui fait tout. Donc vous avez un rôle vraiment énorme à apporter dans les camps, etc. Ouais. Ça sera la dernière question juste pour la matinée. Non, il n'y a pas de problème, on la pose, c'est juste pour la pause. Vas-y. Je ne sais pas si vous faisiez votre rapport. En fait, non, mais il est sur les... Encore une fois, il est... vous contactez-moi sur Facebook ou quoi, mais il est sur le... Il est sur toutes les pages collectives qui s'intéressent à la jungle, notamment anglo-saxonne. Alors c'est vrai qu'il faut remonter, etc. dedans, mais il est en libre service. Mais contactez-moi. Mais en accédant directement à tes articles sur le monde de Libé, ça rebondit directement. Oui, je crois que celui de Libé, effectivement, a le lien, ouais. Ouais. C'est ça les thématiques. Merci. On se retrouve à...